Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en pommes de terre et légumes plein champ à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux quatre coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 15 agriculteurs bio wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer des pesticides en pommes de terre et légumes plein champ dans le cadre de rencontres en ferme réunissant producteurs, consommateurs et experts. En parallèle des rencontres, un sondage a été réalisé auprès des producteurs wallons bio concernant leurs pratiques en culture de la pomme de terre et en légumes plein champ. Le rumex, kénopode et chardon étaient les adventices les plus problématiques pour la majorité des producteurs sondés. Concernant les maladies, celles qui créent le plus de contraintes pour les producteurs étaient le mildiou, l'odium et enfin le botrytis en haricots. Les ravageurs problématiques étaient le doryphore pour la presque totalité des producteurs, le taupin en pommes de terre et le campagnol pour la moitié des producteurs sondés. À côté de l'importance de la reconnaissance par l'agriculteur de la flore adventice, de la biologie des ravageurs et pathogènes et l'observation régulière de ces parcelles de culture, plusieurs leviers préventifs sont à appliquer en amont des cultures. Leur succès résidera en la combinaison d'un maximum de ces méthodes. Clé de voûte du système culturel, la rotation est d'une efficacité redoutable dans la prévention des adventices, ravageurs et maladies. La rotation est l'organisation, au fil des années, de la succession de cultures sur une même parcelle. Une rotation correctement menée vise à améliorer la structure du sol, enrichir sa fertilité, limiter le développement des maladies et des parasites, ainsi que la pression des adventices. Il s'agit d'alterner des cultures caractérisées par des cycles, morphologie et exigences en azote différents. Au plus la rotation sera longue et diversifiée, au plus elle sera efficace. La plupart des agriculteurs rencontrés misaient sur des rotations les plus longues possibles. En moyenne, 5 à 7 ans étaient prévus entre deux cultures similaires sur une même parcelle. Un intervalle de 7 ans était respecté en moyenne entre deux cultures de pommes de terre pour la majorité des producteurs, un écart de temps considéré par les producteurs comme idéal pour contourner l'installation des pathogènes et insectes ravageurs propres au solanacées. En ce qui concerne les cultures de carottes, oignons et haricots, 6 à 7 ans était l'intervalle de temps moyen respecté entre l'implantation de chacune de ces cultures sur une même parcelle. En système légumier, les cultures de céréales sont intégrées pour allonger et diversifier la rotation. La grande majorité des producteurs rencontrés introduisaient des têtes de rotation dites nettoyantes, comme les prairies temporaires et les couverts de luzerne. Retrouvons maintenant Eddy, mettant en lumière l'importance de ces têtes de rotation. Ici, on a 3 ans pour faire un maximum de racines, donc ça va très bas. Même si on laboure, je vais exagérer, à 40 cm, il y a sûrement encore 20 à 40 cm de racines en dessous. Ces racines-là, elles vont rester et elles vont pourrir et elles se dégradent nettement moins vite que de la paille. Et donc en se dégradant, elles vont libérer de la matière organique plus lentement, mais en profondeur et avec de l'oxygène. Et donc ça fait des petites éponges qui, elles, vont garder l'eau en profondeur. Parce que c'est un des gros problèmes maintenant dans les sols qui sont déstructurés, c'est que la surface se glace, comme ici, l'eau ne rentre plus, donc on perd un paquet d'eau qui ruisselle. Mais par contre, une fois qu'elle rentre, la structure est mauvaise aussi, et donc elle ressort aussi vite qu'elle a du mal à rentrer. Un autre levier dans l'objectif de diversifier et allonger leur rotation est l'intégration de cultures innovantes. Par exemple, Manu Jadin et Caroline De Villers de la coopérative Belgobio produisent à côté de céréales et de légumes plus classiques, des légumes dits oubliés, tels que le yacon, la patate douce et le persil tubéreux. Philippe Mathès, quant à lui, intègre la chicorée, le chanvre et le potiron dans sa rotation. Bernard Debouche a par ailleurs misé sur des cultures de basilic, thym et tournesol comme cultures moins classiques. Selon ses producteurs, la clé du succès de l'intégration de ces cultures plus rares est la recherche de débouchés en amont, avant les aspects plus techniques et logistiques. Tous les producteurs rencontrés choisissent minutieusement leurs variétés. Tous étaient unanimes pour dire que le choix des variétés peut être un levier très efficace pour aider à maîtriser les adventices, maladies et insectes ravageurs. Choisir des variétés résistantes à un pathogène ou un ravageur est un des leviers préventifs essentiels pour se passer des pesticides chimiques de synthèse. Il existe aujourd'hui plus d'une trentaine de variétés de pommes de terre robustes, avec des qualités culinaires très diversifiées et des degrés de tolérance divers face au mildiou. La grande majorité des producteurs rencontrés choisissaient de cultiver une ou plusieurs de ces variétés plutôt que des variétés classiques. On peut voir plusieurs variétés listées ici, mais d'autres variétés robustes étaient cultivées par les producteurs accueillants, tels que la Muse, la Coquine, la Twinner, la variété Sephora. Par ailleurs, l'Agria était une variété souvent choisie par nos producteurs, qui présente aussi bien une bonne capacité de recouvrement du sol et une relativement bonne résistance au mildiou. Je mets de l'Agria, parce que l'usine veut de l'Agria. Moi, j'aime bien aussi l'Agria pour la vente directe, parce que c'est une pomme de terre bien jaune,
à chair mixte, entre guillemets, et résistante au mildiou. Mais moi, j'aimerais bien qu'on trouve une fois une variété qui soit complètement résistante au mildiou. On avait essayé dans le temps la Carolus, mais elle n'est pas bonne. Donc, ça ne va pas non plus. Il faut quand même qu'elle soit bonne à manger, sinon ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. Bah, les recherches avancent et un jour, on aura une variété qui sera résistante et ce sera bien. La fertilisation azotée des grandes cultures en bio constitue un réel défi dû à la faible disponibilité des ressources fertilisantes. Alors qu'en système de polyculture-élevage, la disponibilité en azote est assurée par les prairies temporaires et permanentes pour fournir les cultures suivantes et entretenir la fertilité des sols, en grande culture, sans bétail, l'apport en azote est moins évident. Favoriser un sol biologiquement actif est rendu possible grâce à différentes opérations. L'intégration dans la rotation d'engrais verts diversifiés, culture de légumineuses et prairies temporaires composées de légumineuses, en exploitant le sol de manière respectueuse, en incorporant du fumier composté plutôt que de l'engrais synthétisé, et en respectant les principes d'une rotation qui optimise la fixation d'azote biologique dans le sol. Dans le cas d'exploitation sans élevage, l'accessibilité au fumier est compliquée. Gilles achète du fumier de poulet bio, mais les quantités ne sont pas énormes. Il est également important de quantifier la disponibilité de l'azote assimilable dans les fumiers compostés. Écoutons Julie Legrand du CPL Végémar qui aborde ce sujet. De votre matière organique, de votre fumier, parce que même si théoriquement c'est 20, ça dépend si voilà, le fumier il vient de sortir du poulailler ou si ça fait déjà X temps qu'il est composté, est-ce que c'était du fumier sur paille ou du fumier sur copeaux, en fonction, voilà, la teneur en azote, la teneur en carbone est importante aussi, et donc du coup sa vitesse de minéralisation est différente aussi, et donc c'est important de connaître un peu ce qu'on met et quel est déjà le pourcentage de l'azote qui est directement assimilable par la plante et lequel devra être décomposé. Et voilà, on travaille avec vraiment du vivant et c'est pas toujours évident de connaître la rapidité d'action. Le maraîchage, c'est vraiment un secteur problématique parce que ça consomme énormément, ça exporte énormément d'éléments nutritifs et donc on est à tout moment tributaire d'apporter de l'extérieur des éléments nutritifs qui sont difficiles à trouver, pas toujours de bonne qualité et pas toujours bons pour le sol. Donc avec l'élevage, on apporte un peu plus. Disons que c'est pas vraiment l'élevage, c'est le couplage entre des haies et des racines profondes et l'élevage. C'est-à-dire que la haie va vraiment travailler le sol pour apporter des éléments et le bétail va manger ces aliments-là, que ce soit sous forme directement de branches qu'ils vont manger ou des feuilles qui tombent, et ils rejettent dans le sol des éléments qui sont disponibles plus facilement pour les plantes. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce cycle-là et que de plus en plus de producteurs cherchent en fait, que ce soit en grande culture ou en maraîchage. Le travail du sol en interculture est réalisé de différentes manières en fonction de la présence de semences de certaines espèces adventives dans le sol, de la présence de rhizomes, stolons ou autres organes souterrains. Dépendant des situations, le déchômage, le labour et ou le faux semis sera choisi. Le travail du sol en interculture est crucial car il permet de réduire les stocks de semences du sol avant l'implantation de la culture. De mauvaises pratiques comme ne pas déchaumer après la moisson, laisser repousser les adventices sans les détruire après la récolte et les laisser terminer leur cycle entretiennent le stock semencier d'adventices qui est de cette manière simplement stocké et conservé dans les sols et n'attend qu'à germer dès que les conditions sont propices. Le labour est un levier efficace pour la maîtrise des adventices en agriculture bio. Labourer permet de remettre les compteurs à zéro, partir d'une page blanche. De plus en plus de producteurs rencontrés sont conscients de l'impact du labour classique, c'est-à-dire 30 à 40 cm de profondeur. Pour pallier cela, certains ont recours au labour agronomique, qui consiste à labourer à 15-20 cm de profondeur maximum. D'autres ne labourent pas systématiquement, mais en fonction des cultures qui suivent, de la quantité des résidus dans le sol et de l'humidité du sol. Voici une intervention de Patrick qui met en lumière la complexité du sujet du labour. On remet les compteurs à zéro en termes d'adventices. Alors c'est vrai, les graines d'adventices vont être réparties sur une plus grande épaisseur de terre. Donc il y a des graines qui resteront dans le frigo, qui vont plus bas, qui vont se conserver. Tandis que si on ne laboure pas, on va laisser les graines en surface. Par contre, toutes les graines qui lèvent facilement en surface, elles vont lever assez rapidement. Et quand on a des saisons sèches comme celle-ci, ces graines qui lèvent facilement en surface et qui ne lèvent pas parce qu'il fait sec, une fois que la culture va être fort développée, qu'on ne sera plus désherbée, et puis qu'on a un retour de pluie, toutes ces adventices-là vont lever d'un coup. Et parfois, on a des salissements tardifs qui peuvent être compliqués à gérer aussi. Les 3 machines de désherbage principalement utilisées sont la houe rotative, la herseterie et la vigneuse.
Écoutons Nicolas de la structure Belgobio nous parler de la herséterie. Le plus difficile avec ce genre de machine, c'est de trouver le bon compromis entre la destruction de mauvaises herbes et également ne pas trop détruire la culture qui est en place. Donc ça permet de passer sur les cultures. Donc par exemple, quand les petits pois ou les haricots sont sortis, on peut toujours passer ce genre de machine. Et si on est trop agressif, on va abîmer la culture de l'haricot. Si on n'est pas assez agressif, on va finalement travailler et ne pas faire le boulot qu'on veut, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes. Sur le terrain et tout au long des rencontres en ferme, nous avons découvert que les producteurs avaient chacun leur manière de procéder pour désherber leur culture de pommes de terre. Certains itinéraires techniques sont fort similaires entre eux. Il s'agit d'un enchaînement de création de buttes, plantation, passage à la herséterie, suivi d'un binage et un butage pour certains, ou d'une succession de butages pour d'autres. Un désherbage manuel est réalisé ensuite si nécessaire. Par contre, avec Nicolas, on est toujours un peu dans la réflexion. Chaque fois qu'on travaille un sol, on a l'impression de nuire à la vie du sol aussi. C'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Et en plus, s'il y a un orage qui est assez fort, ça peut embarquer toutes les terres qui ont été travaillées. Et alors, quand on a des années sèches comme on a eu les années précédentes, chaque fois qu'on travaille le sol, on assèche l'horizon de surface. Donc avec Nicolas, on est vraiment dans la réflexion, essayer de faire le moins possible. Donc c'est arrivé qu'avant la mise en place des cultures, on décide d'aller à la main. Dans les cultures de céréales et de certains légumes, le désherbage manuel est une solution de rattrapage si le désherbage mécanique n'a pas suffi à éliminer les adventices dans la parcelle. Par contre, il est indispensable dans certaines cultures de légumes pour permettre un désherbage dans la ligne. Le désherbage manuel exige énormément de main-d'œuvre en culture de légumes plein champ. Il estimait en moyenne 200 heures de désherbage manuel par hectare, ce qui correspond environ à 2 000 € par hectare. Généralement, les producteurs de légumes passent également au désherbage manuel à la grosse louche dans leur culture de céréales afin de prévenir l'apparition d'adventices dans les futures cultures de légumes. Certains producteurs utilisent un weedbed, lit de travail ou lit de désherbage pour adoucir le travail et épargner au maximum le dos des désherbeurs. Le lit de désherbage est un ensemble autonome, un châssis posé sur 4 roues dont 2 sont entraînées à l'arrière par un moteur électrique alimenté par des batteries qui sont chargées elles-mêmes par des panneaux photovoltaïques. Il y a un système de guidage mené par un système de pédales au pied. Le but de cet outil est de passer dans les rangs et d'aligner 6 personnes dans des conditions de travail relativement correctes, allongées sur le ventre. Il permet de bien nettoyer et de gratter les mauvaises herbes tout en avançant. Le passage au brûleur thermique sur les buttes de carottes et d'oignons, juste après le semis et avant la levée, est une variante du faux semis. La machine brûle les filaments blancs d'adventice à un stade très précoce de la culture. Il peut être réalisé dans la ligne ou l'interligne, en pré-levé ou en post-levé. Par exemple, l'oignon et le chicon sont des cultures qui tolèrent le brûlage. Le passage au brûleur thermique en post-levé, au stade cotylédon ou plantule, va éliminer uniquement les adventices. 2 inconvénients de la méthode sont les retards de croissance entraînés au niveau de la culture en place et l'impact environnemental du gaz utilisé. C'est pourquoi les producteurs l'utilisent généralement qu'exceptionnellement dans leur culture, lorsque l'envahissement des adventices devient compliqué à maîtriser.